Merci de votre constante fidélité. Voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale sur Chérifla Télévision. Les titres. Coup d'envoi ce samedi matin au CICB des travaux de validation des termes de référence pour l'organisation d'une concertation nationale qui aboutira à la mise en place d'une transition consensuelle. Une satisfaction en termes de participation, même si quelques couacs ont été déplorés au début des travaux. Et également, dans votre journal de ce soir, lancement officiel ce samedi matin au siège du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur d'un projet du Ramdel financé à hauteur de plus de 11 millions de francs CFA par l'Union européenne et le programme Hibiscus. Voici donc pour les titres de votre journal. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information sur Chérifla Télévision. Tout d'abord, visite de courtoisie des anciens de la FADI, la Fédération en Sardine Internationale. Une visite de courtoisie rendue au guide spirituel des Ansars et également président du Haut Conseil islamique du Mali. Et c'était dans sa résidence à Bankoni-Dianginabougou en commune 1 du district de Bamako. C'était ce vendredi 4 septembre. C'était un reportage de Loutou Sidibé avec le commentaire signé Alhamidou Badinia. Chaque année, à l'occasion du nouvel an du calendrier musulman, les vétérans de l'association Ansardine Internationale effectuent une visite de courtoisie chez le président de la fêtière islamique du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. Cette année encore, la tradition a été respectée de la plus belle manière. Ambiance jubilatoire pour le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et ses tout premiers adeptes qui l'ont soutenu à bras le corps dans sa grande mission de propagation du message bienveillant de l'islam. Honorés d'être en présence du guide spirituel qui les a menés sur la voie du salut, les doyens de la Fédération Ansardine Internationale n'ont pas manqué de formuler et solliciter des bénédictions de la part de Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. Ils ont par ailleurs exhorté la génération actuelle d'Ansar à redoubler d'efforts dans cette mission divine. Cette visite de courtoisie a pris fin par des bénédictions du guide spirituel à Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. Et voilà, une visite de courtoisie empreinte de cordialité et de beaucoup d'estime. Je vous en parlais en début d'édition. Cette deuxième tentative aura été finalement la bonne avec une mobilisation record de plus de 500 participants ayant répondu à l'invitation du CNSP. Il s'agit notamment des représentants des partis politiques de tous bords, M5 RFP inclus, syndicats, organisations de la société civile et les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Les journées de concertation nationale se sont donc ouvertes ce samedi matin au CICB sous la présidence du numéro 2 de la junte militaire. Première étape consacrée à la validation des termes de référence pour ainsi dégager les grands axes prioritaires de la transition tant attendue. C'est un reportage signé Sadio Sidibé et Seydou Niari. Suivons avec eux. C'est le Centre international des conférences de Bamako qui a abrité l'ouverture des travaux des journées de concertation nationale en vue de la validation des termes de référence. Participent à cette concertation environ 300 personnes issues des partis et regroupements politiques et d'autres organisations des forces vives de la nation, y compris celle de la diaspora. Les acteurs ayant pris part à cet atelier se disent optimistes pour cette initiative du CNSP qui a pour objectif principal de rassembler tous les fils du pays autour de la formation d'un gouvernement consensuel. Heureux d'être là ce matin avec nos compatriotes. Vous avez vu l'engouement que ça représente cette journée. C'est les termes de validation. Je pense que c'est le futur du Mali qui se prépare ce matin. Donc je crois que les Maliens ont compris cela et voilà pourquoi ils sont venus. Très ordonnés, chacun apporte sa contribution. Ce que nous avons fait nous en tant que Mali extérieur pour essayer de faire en sorte que cette fois-ci nous puissions redémarrer le Mali sur de très bonnes bases. Nous nous sommes retrouvés pour parler du Mali. Rien que le Mali, nous sommes là dans le cadre de la validation de l'atelier des assises
qui doivent avoir lieu les 10, 11 et 12 prochains. Je pense que nous sommes là dans ce cadre et nous venons de procéder tout à l'heure à la cérémonie d'ouverture dans une convivialité hors norme. Il s'agit de mettre tous les Maliens ensemble pour que nous puissions parler d'une seule voix et faire face aux défis qui assaillent le Mali. Nous sommes là, et, comme tous les autres mouvements et associations, et dans le cadre de l'invitation, pour prendre part à notre proposition par rapport à la charte de transition. Aujourd'hui, le discours que nous avions écouté nous rassure. Nous rassure de la part du premier adjoint, du premier vice-président du CNSP. Nous rassure. Nous allons poursuivre ensemble les travaux et nous allons se battre pour donner nos visions. Même si certains participants apprécient le discours du colonel Malick Diao, d'autres ne partagent pas cet avis. Globalement, je pense que les travaux vont pouvoir bien se faire, mais ça ne peut pas se faire sans difficulté. Parce que déjà, même au début, on a vu, les noms ont été cités comme ça, les groupes de travail, on ne sait même pas où on va. On cite des noms, nous les autres professionnels n'ont même pas été cités. Et c'est après, ils vont dire que chacun va là où il veut. Donc cela sous-entend qu'il y a véritablement des soucis d'organisation. Beaucoup de structures n'ont pas entendu leur nom. Comme vous le constatez, il y a une partie de partis politiques ou des organisations qui ont été citées. Donc il y a une grande partie des organisations fêtières que nous représentons aujourd'hui. Toutes les chambres consulaires et les associations et les groupements professionnels, aucun d'entre eux n'a été cité dans cette liste. Aujourd'hui, on a besoin d'un Mali nouveau, d'un Mali refondé. Et c'est la voie unique pour aller vers ce sens-là. Donc je pense que vraiment, beaucoup de gens n'ont pas entendu leur nom, les partis politiques n'ont pas entendu leur nom, des agents économiques n'ont pas entendu leur nom, des associations, certaines associations n'ont pas entendu leur nom. Est-ce que c'est un fait exprès ou bien c'est une méconnaissance? Je ne sais pas. Dans son discours, le colonel Malick Diao a lancé un appel à tous les Maliens au pardon et à la cohésion afin que la situation sociopolitique puisse se rétablir. Depuis le 18 août 2020, nous abordons une nouvelle ère de l'histoire de notre pays. Cette étape cruciale nécessite une profonde réflexion et une implication de l'ensemble des fils et des filles. C'est pourquoi, en prélude de la concertation nationale, nous avions tenu à organiser cet atelier de haut niveau à Bamako et dans les capitales régionales. Ces phases régionales répondent sans conteste à l'exigence de l'inclusivité tant souhaitée par les Maliens. C'est d'ailleurs tout le sens que le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, veut imprimer désormais à la marche de notre pays. Cette journée de réflexion permettra une large appropriation par les Maliens des thèmes de référence relatifs à l'organisation de cette importante concertation nationale. C'est dans cette démarche que le Comité national pour le salut du peuple a pris l'initiative d'organiser cet atelier de validation des thèmes de référence. Les conclusions issues des travaux des groupes seront restituées lors de la clôture de ces assises ce samedi soir. Et voilà donc top départ des consultations nationales initiées par le Comité national pour le salut du peuple en vue de la formation d'un gouvernement de transition, justement des Maliens qui se concertent afin de plancher notamment sur la feuille de route de la transition qui doit dégager les grandes réformes institutionnelles afin de redonner au peuple malien toutes ses lettres de noblesse. C'est du moins l'avis de quelques participants interrogés ici par nos reporters Sadio Sidibé et Seydou Niaria. Ce matin, on est là pour la validation d'un terme de référence et pour la consultation en vue d'un Mali nouveau. Je pense que c'est un grand jour aujourd'hui et que toutes les forces vives, tous les Maliens sont invités vraiment à donner des idées, à donner, à participer activement pour un Mali nouveau. C'est ensemble qu'on peut faire le Mali. Et à ce niveau, je pense que
nous qui sommes là aujourd'hui, nous devrons être à hauteur de souhait pour un Mali nouveau, pour un bon départ pour notre pays. Ce matin, on est là dans le cadre de l'invitation du CNSP. Donc pour un atelier de concertation nationale, en vue au moins de dégager les différentes directives pour le futur organe de la transition. Donc c'est dans ces cadres-là, nous sommes là pour venir au moins les écouter. Et Dieu merci, le vice-président au moins vient de donner quand même les premières bases. Donc, et du coup, les autres membres ainsi que le gouverneur vont nous donner les différents termes. Après l'écoute au moins de ces thèmes, donc nous aussi étant acteurs économiques au moins du pays, avec les politiques aussi, on va analyser et pour mettre en place un cercle de réflexion qui vont au moins donner les véritables paramètres de la refondation de l'État pour un nouveau Mali, en vue que nous puissions au moins sortir à peu près de cette crise. C'est une grande satisfaction d'être là pour valider le TDR qui va définir les axes et les orientations de la transition tant attendue. Et nous comptons donner des orientations au nom de la diaspora malienne, qui est un tiers de Maliens, et nous apporterons nos contributions pour la construction du Mali de demain, Inch'Allah. Mais ce serait certainement dans la deuxième phase de l'élaboration. Nous sommes plus de 6 millions de Maliens à l'extérieur. Dans les 3 structures qui seront mises en place, si le président est malien de l'intérieur, il faut que le Premier ministre soit de la diaspora. Si les 2 institutions sont des Maliens de l'intérieur, il va falloir que la diaspora ait la présidence du CNCSP, qui est Conseil national de transition parlementaire. Dans tous les cas, nous allons se mettre ensemble pour une construction de Mali indivisible, laïque et émergent. Voilà, des assises démarrées ce matin et qui devraient se poursuivre jusqu'à ce soir. Je vous en parlais également en début d'édition dans le cadre de l'amélioration de son fonctionnement interne et de sa capacité à mobiliser les ressources adéquates. Le réseau des associations migration et développement local Ramdel a procédé au lancement d'un nouveau projet ce samedi matin au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Sa mise en œuvre devrait donc contribuer à renforcer sa capacité dans ces zones d'intervention. Un projet qui s'évalue à plus de 11 millions de nos francs selon les informations de nos reporters Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sogodogo. D'un coût de 11 995 000 de nos francs, le présent projet d'une durée de 8 mois est l'œuvre du réseau des associations Migration et Développement local Ramdel avec l'appui financier de l'Union européenne et le programme Hibiscus. Il participe au renforcement des capacités et à l'amélioration du fonctionnement interne du Ramdel dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière et cela grâce à la formation dont ses membres vont bénéficier. Chers camarades, vous nous aviez confié une mission que nous jugions capitale pour l'avenir de notre organisation. Je suis fier de vous annoncer aujourd'hui que malgré les difficultés, cette mission est en passe d'être accomplie avec le lancement de ce projet. Je vous demande donc solennellement de continuer à nous apporter votre soutien, continuer à nous aider à bâtir notre édifice. Prenons le pari que dans quelques années, de nombreux financements dans tout le Mali puissent émerger pour une migration irrégulière atténuée et pour un développement harmonieux de nos différentes localités. L'engagement que nous renouvelons devant vous aujourd'hui, c'est celui de participer avec assiduité et dévouement aux différentes formations. Formation en gestion administrative, archivage d'une association, formation sur la citoyenneté locale, formation sur la gestion des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales, formation en mobilisation interne et externe des ressources, formation en gestion administrative et comptable d'une organisation. À ce stade, je peux vous assurer que l'ensemble des différentes structures qui composent notre association constitue un très important réseau de compétences et de moyens complémentaires au service des initiatives individuelles et collectives des membres de la lutte contre la migration irrégulière et
d'un développement harmonieux. Exprimant toute sa satisfaction du fait que c'est sa commune qui a l'honneur d'abriter le lancement de cet important projet, le représentant du maire de la commune 6 dira que dans le programme de développement économique, social et culturel PDSEC de la mairie de la commune 6, un important volet a été consacré aux questions de la migration irrégulière. Il a par ailleurs rassuré que sa commune ne ménagera aucun effort pour accompagner le RAMDEL. Je rappelle que la commune 6 est l'une des rares communes qui, en 2017, lors de l'élaboration du PDSEC, en son temps, et c'est là où nous avons commencé à cheminer avec, en son temps, c'était à l'RTD, d'initier des activités dans le domaine de la migration irrégulière dans notre PDSEC. Et cela est un atout aujourd'hui. Et je voudrais lancer un vibrant appel encore à l'ensemble des acteurs évoluant dans le domaine de la migration régulière, que la commune 6 aujourd'hui, la porte est largement ouverte parce que nous avons planifié, il est prévu dans notre plan de développement économique, social et culturel qu'on appelle communément PDSEC, qui est un plan quinquennal. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas pu réaliser d'activités proprement dites dans ce domaine. J'ose espérer que c'est le lieu de lancer encore. Malheureusement, les représentants du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur n'est pas là. Que la commune 6 quand même s'inscrit dans cette dynamique pour que les Maliennes et les Maliens qui vont à l'extérieur s'inscrivent dans cette dynamique de régularité puisqu'il y va de leur survie. A noter que le financement de la mise en œuvre du projet ainsi lancé est entièrement assuré par le programme Harmonisation et Innovation au bénéfice des initiatives de la société civile d'utilité sociale Hibiscus et l'Union européenne. Voilà donc, le mouvement Ibeka Kanu a initié un point de presse ce vendredi après-midi à la maison de la presse. L'objectif étant bien évidemment de clarifier sa position sur la crise sociopolitique de notre pays à travers des messages à l'endroit du Comité national pour le salut du peuple. Dans sa déclaration à la presse, le mouvement Ibeka Kanu exhorte le CNSP à libérer les autres détenus politiques. Aussi, dans le cadre de la mise en place d'un gouvernement de transition, les 10 mouvements demandent au CNSP de trouver une solution rapide à la crise scolaire et appellent les Maliens à un sursaut national. Je vous propose d'écouter un des membres du mouvement Ibeka Kanu. Il est au micro de Hamadoun Diallo. Mesdames et messieurs, nous, mouvement Ibeka Kanu, en nous fondant sur la Constitution du 25 février 1992, les valeurs et les principes de la démocratie, nous condamnons le coup d'État du 18 août 2020, tout en rappelant la nécessité et l'importance de la stabilité des institutions basées sur le strict respect de la Constitution. Mesdames et messieurs, le mouvement Ibeka Kanu remercie le CNSP pour la libération de l'ancien président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Nous demandons au CNSP de lui mettre dans des conditions idoines et de respecter son statut de l'ancien président de la République. Nous remercions encore le CNSP d'aller rendre visite au président de la République afin de s'enquérir de son état de santé. Le mouvement Ibeka Kanu exhorte le CNSP de libérer tous les autres détenus pour une concertation inclusive de tous les fils et filles de notre chère patrie, le Maliba. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour une bonne transition à hauteur des souhaits, à l'atteinte des objectifs, le mouvement Ibeka Kanu demande avec respect au CNSP de s'assumer en toute responsabilité, de ne pas se laisser intimider, de ne pas se laisser influencer ou manipuler par aucun parti politique ni mouvement d'association. En outre, le mouvement Ibeka Kanu demande avec respect aux dirigeants de ces partis politiques de ne pas s'impliquer à la transition et d'attendre les élections à venir. Mesdames et messieurs, honorables invités, il est nécessaire de vous rappeler que le mouvement Ibeka Kanu, depuis sa création à nos jours, s'est donné comme mission au soutien des institutions de la République, au soutien
de nos forces armées et de sécurité. On a eu à faire des dons des céréales d'une valeur de 25 millions, des dons aux déplacés de Dogossagou, plus de 8 millions de nos francs CFA. Nous avons organisé des journées de citoyenneté avec des enfants des camps militaires, des dons de fournitures scolaires en collaboration avec le groupement des Gorobara du Mali. Mesdames et messieurs, le mouvement Ibeka Kanou demande au CNSP de trouver une solution adéquate le plus vite que possible au problème de l'école malienne qui ne peut pas attendre la fin de la transition. Voilà, justement, parlant de l'école malienne, nous en arrivons au dossier de la rédaction, justement, qui s'intéresse à cet autre sujet brûlant de l'actualité. Après des séances de travail sur l'application de l'article 39, les syndicats de l'éducation nationale signataires de l'accord du 15 octobre 2016 et le CNSP, le Comité national pour le salut du peuple, se sont finalement quittés sans trouver un compromis. Cet échec marque une fois de plus un blocage dans le processus de normalisation du système éducatif malien afin d'éviter le spectre de l'année blanche qui plane toujours dans le pays. Suivons plutôt ce dossier réalisé par Samaïra Sanogo et Baba Keïta. Cet échec entre les syndicats de l'éducation nationale et le Comité national pour le salut du peuple est accueilli comme un véritable goulot d'étranglement dans le monde scolaire. Ce blocage autour de l'application de l'article 39 est une épine sous les pieds des acteurs scolaires. Moi, je pense que le rôle des militaires, ce n'était pas de débattre des revendications. C'était quand même de demander aux enseignants, même pas aux enseignants, à tous ceux qui avaient des revendications, de surseoir à ces revendications-là et attendre après la conférence nationale, mettre ces revendications-là au compte de la transition. Ça, c'est une grosse épine. Je pense que les enseignants et les anciens et les militaires doivent encore se parler et aller sur une nouvelle base pour que l'école malienne puisse enfin commencer à voir le bout du tunnel. Malgré qu'ils trouvent nobles les revendications, certains de nos interlocuteurs implorent l'indulgence des enseignants et cela pour le bonheur des enfants. Je me dis que est-ce qu'en cherchant un peu ces droits, on ne va pas oublier ses devoirs? Parce qu'un enseignant aussi, c'est les élèves. Un enseignant, c'est la réussite. Donc je pense que chacun doit voir de son côté quelles concessions il peut faire pour qu'on puisse vraiment continuer à travailler. Nonobstant cette triste réalité, les protagonistes de l'école n'ont pas en tête un dispositif d'année blanche. Parce qu'aujourd'hui, l'année blanche n'arrange personne. Et je pense que les syndicalistes doivent comprendre. À un moment, il faut reculer pour mieux sauter. Parce que compte tenu de la situation actuelle où nous vivons et qu'on est en train de vivre, moi je pense qu'il faut quand même comprendre certaines choses. Et surtout, c'est la vie des enfants qui est en danger. Les enfants là sont fatigués. Physiquement, moralement, intellectuellement, ils sont même épuisés. Imaginez, nous sommes presque à une année d'année scolaire. Les enfants ne savent même plus quoi faire. Donc moi, je pense que chacun, ça y dépend de la responsabilité de chacun. Et nous, les promoteurs aussi, il faut comprendre que nous sommes des écoles privées, nous sommes étouffés. Même la subvention des frais scolaires des demi-bourses de cette année n'ont pas été payées. Au-delà du caractère légitime de leur doléance, l'avenir des futurs cadres de ce pays doit être au-dessus de tout. C'est-à-dire c'est l'avenir des enfants qu'il faut voir. Il ne faut pas que nous regardons nous-mêmes d'abord. Si nous disons nous d'abord, je pense que ce n'est pas bon. Il faut voir d'abord les enfants là. Il ne faut pas qu'on essaie de voir et hypothéquer l'avenir des enfants. Et ça, ce n'est pas normal. Donc on doit, c'est-à-dire s'il y a un changement, on doit quand même avoir une petite pause pour pouvoir prendre du recul et apprendre comment on appelle là, se ressaisir encore. Donc vraiment, c'est ce que moi je voudrais dire. Aux syndicalistes de l'éducation nationale de dire que cet échec dans les négociations est le reflet d'un manque de confiance dû à plusieurs fausses promesses dans le passé. C'est qu'au bout de 3 séances de négociations avec les militaires, nous en sommes à un blocage parce que les militaires proposent l'alignement et les rappels de l'année 2020 en novembre 2020. Et bien sûr la première moitié de 2019 en décembre 2020 et la deuxième moitié de 2019 en avril 2020. Les syndicats veulent
l'application conformément au PV de conciliation, et d'autant que des garanties leur avaient été données par rapport à la disponibilité ou à la capacité quand même de l'État à mobiliser les fonds pour faire face, n'est-ce pas, à l'article 39 en septembre. Cette situation qui n'a que trop duré interpelle tout un chacun pour un heureux dénouement, car c'est l'avenir des milliers d'enfants, sinon de tout un peuple qui est menacé. Et voilà, souhaitons donc le meilleur pour que cette année scolaire puisse être sauvée. Dans l'actualité africaine et internationale d'aujourd'hui, on vous parlera de la visite du président ivoirien Alassane Ouattara en France, où il a été reçu par son homologue Emmanuel Macron. Puis on se rendra au Bénin, où des voix s'élèvent pour demander à l'exécutif la suppression des parrainages dans le processus électoral. Au Gabon, c'est plutôt la première ministre qui a fait ce vendredi sa première DPG. Et tout cela en commentaire tout de suite avec Abdulkarim Sakou. Le président français a reçu vendredi 4 septembre son homologue ivoirien au palais de l'Élysée pour un déjeuner. Au menu, la présidentielle en Côte d'Ivoire du 31 octobre pour laquelle le chef de l'État ivoirien se représente malgré les polémiques sur le troisième mandat et la crise au Mali. Des échanges sur des sujets sensibles, mais rien n'a filtré de cette rencontre. Emmanuel Macron a rappelé qu'il était fidèle à son engagement posé lors de son discours à l'université de Ouagadougou en novembre 2017. Le président français est attaché au principe de ne pas s'ingérer dans la politique intérieure des pays, indique une source à l'Élysée, sans préciser s'il a été question des vives tensions qui agitent la Côte d'Ivoire à quelques semaines de la présidentielle. Initié en 2016 dans le but de résorber la crise économique provoquée par la chute des prix des matières premières, le pétrole notamment, le programme de réformes économiques et financières des 6 pays membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, PREF CEMAC, connaît des faiblesses dans son application selon un rapport publié le 4 septembre dernier. C'est le secrétaire permanent du PREF CEMAC qui a présenté à la presse ce rapport qui fait un bilan critique de ce programme de réformes. Les États n'ont toujours pas mis en place de manière vigoureuse les réformes qui concourent à l'amélioration du climat des affaires, à la diversification de l'économie et au renforcement du capital humain qui est le facteur important pour l'amélioration de la productivité. Selon le même rapport, l'intégration économique connaît également d'énormes faiblesses. Pour tenter de corriger cette situation, les pays de la CEMAC comptent organiser en novembre prochain à Bruxelles une table ronde pour lever des fonds en vue de financer 12 projets intégrateurs. La première ministre Rose Christiane Osuka Raponda a présenté vendredi 4 septembre le programme de politique générale de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. Le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, étant majoritaire à l'Assemblée nationale, elle était assurée d'obtenir le vote de confiance des députés. Sur 137 votants, 124 ont voté pour. Madame Osuka Raponda a reconnu qu'elle arrivait à la tête du gouvernement dans un contexte difficile. La pandémie du coronavirus a paralysé la machine économique et accentué la précarité. Priorité de son gouvernement, dit-elle, poursuite de la lutte contre cette pandémie et relance de l'économie. Programme irréaliste ont tensé les députés de l'opposition qui accusent le gouvernement de rester sourd à la souffrance du peuple. Alléger le couvre-feu, déconfiner tous les secteurs économiques et libérer les prisonniers politiques ont-ils exigé en substance avant de voter contre la confiance à un gouvernement que les députés du parti au pouvoir ont, eux, plébiscité. Une dizaine d'organisations et d'associations de la société civile de défense des droits de l'homme demandent la suppression des parrainages pour l'élection présidentielle prévue en mars prochain au Bénin. À l'exception du camp du président Talon, aucun parti aujourd'hui ne peut réunir le nombre de signatures de maires ou de députés requis depuis la loi électorale modifiée en novembre 2019 pour présenter un candidat au scrutin. Laissez-moi choisir en 2021, c'est le nom donné à cette doléance citoyenne. L'élection présidentielle a lieu en mars prochain et pour se présenter, 16 parrainages d'élus sont requis pour tout candidat. Aucun parti, à l'exception de ceux soutenant le président Talon, n'est capable de les réunir. L'opposition écartée des élections législatives de 2019 mène elle aussi les combats pour que le système de parrainage saute. La CEDEAO interdit de réviser toutes règles du jeu 6 mois avant tout scrutin. Les ONG estiment qu'à 7 mois du vote, c'est encore possible.
Les conditions dans lesquelles vit la population civile en Libye inquiètent l'ONU et particulièrement les migrants qui se retrouvent bloqués en Libye, coincés dans l'enlisement du conflit entre le gouvernement d'union nationale et l'armée de libération nationale du général Haftar. Dans un rapport remis au vendredi au Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, réclame la fermeture des centres de détention des migrants illégaux et s'insurge de la violation de leurs droits. Le sort de la population libyenne et des migrants en particulier est resté la grande inconnue à New York ces derniers mois, alors que ce rapport d'Antonio Guterres montre bien l'attachement des Nations Unies à protéger la population civile malgré l'enlisement du conflit libyen. Près d'un quart de ces détenus sont des enfants généralement séparés de leurs familles, contrairement à tout règlement international, et Antonio Guterres appelle les autorités libyennes à les libérer immédiatement et les confier à des services spécialisés. L'incendie sur les New Diamond a été maîtrisé au large du Sri Lanka. 4 remorqueurs, 3 navires de la marine sri-lankaise et 4 navires indiens combattaient le feu depuis des jours. De la mousse est toujours projetée sur les navires et aucune fuite de pétrole n'a été observée. Aucun signe de rupture du navire n'a été décelé en dépit d'une fissure de 2 mètres dans la coque au-dessus de la ligne de flottaison. Les New Diamonds avaient émis un appel de détresse ce jeudi après une explosion dans sa salle de machines. Il avait dérivé sur 25 km en direction des côtes de Sri Lanka. 3 remorqueurs ont été utilisés pour le ramener à 60 km en haute mer. Ces bateaux transportaient 270 000 tonnes de pétrole et 1700 tonnes de diesel, faisant craindre une marée noire dans l'océan Indien. Et voilà donc, c'est cette page internationale qui referme votre journal de ce soir en espérant que vous y avez prêté une attention toute particulière. À 21 h, vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba pour la version en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision et à très vite pour d'autres informations. Merci.